Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission La Diaspora. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir M. Roger Gollet, figure bien connue de la politique suisse et genevoise. Il est vice-président du mouvement citoyen genevois MCG en sigle. Ensemble, nous parlerons de son parcours, ses engagements et pourquoi pas aussi, nous allons parler des enjeux qui façonnent aujourd'hui la politique suisse et les cantons de Genève. Comme vous êtes en train de le constater, fidèles téléspectateurs de la chaîne de référence Antenne A, nous sommes bel et bien encore une fois de plus honorés. Nous sommes au Palais fédéral avec mon équipe. Là, nous sommes dans l'enceinte de la salle du conseiller national. C'est là où il siège. Donc c'est là où nous allons recevoir notre invité aujourd'hui qui nous a vraiment beaucoup honorés. Merci beaucoup pour cette invitation et surtout là où nous sommes en train aussi de tourner cette grande émission. Vous êtes très nombreux pour nous suivre à travers la chaîne de référence Antenne A. Vous nous suivez partout à travers le monde entier et vous avez toujours l'habitude de nous regarder comme ça à Lubumbashi, vous nous regardez à Brazzaville, en Angola, pourquoi pas aussi en Afrique du Sud, un peu partout, Cap-Vert et puis en Ouganda. Et je pense aussi à tous les téléspectateurs du Gabon. Donc merci pour votre fidélité à cette grande émission, La Diaspora, qui reçoit aujourd'hui, comme je venais de dire, une figure bien connue de la politique suisse, M. Roger Gollet. Donc, il est vice-président du mouvement citoyen genevois, MCG en sigle. C'est lui qui est notre invité. Merci à toi, Demaki VP, qui est à la prise de vie. Merci à Dieu, merci Tantou. Merci à toi, Rinoël Boutavo, qui vous êtes très nombreux. Continuez à faire confiance à cette grande émission présentée par votre MLCVD que je suis, William Tshisekedi. Je m'en vais directement, fidèles téléspectateurs, me poser où se trouve mon invité de ce jour, M. Roger Gollet, vice-président du mouvement citoyen. Bonjour, M. Roger Gollet. Bonjour, je profite en tout cas de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue au Palais fédéral. Et je profite de cette occasion pour saluer tout le peuple africain, notamment la population de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Nous commençons avec vous. Comme vous venez de parler de la République démocratique du Congo, vous avez quand même des pensées par rapport à tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous connaissez quand même qu'en RDC, il y a la guerre, ça fait 30 ans, nous sommes agressés, et tant qu'élu du peuple, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les téléspectateurs dès l'entrée des J avant d'entrer dans les vifs de notre émission? Oui, alors bon, on connaît bien la situation géopolitique de l'Afrique de manière générale. C'est clair qu'il y a encore beaucoup, disons, de conflits. Il y a beaucoup, disons, encore de choses où en Afrique devrait, disons, au niveau politique évoluer pour le bien de la population. Il est évident qu'un pays qui est démocratique avance encore beaucoup plus vite. D'ailleurs, il y a le dicton qui est beaucoup utilisé en Suisse et puis je pense en Occident que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc c'est un dicton qui est vraiment africain et il est souvent pris en exemple parce que c'est une réalité. Et je pense que l'Afrique et puis la République démocratique du Congo a beaucoup de potentiel pour justement être un pays vraiment très démocratique. Il l'est déjà, mais je pense que tout peut s'améliorer. C'est comme en Occident. Il y a des démocraties qui le sont, et il y a toujours des améliorations à faire. Et puis c'est pour ça que vous êtes dans la salle du Parlement, parce que nous sommes justement des parlementaires. On essaye d'améliorer justement le quotidien de nos citoyens. Et pour ça, c'est la démocratie qui fait avancer les choses. Mais en tant que parlementaire, avez-vous déjà pris la parole sur ces hémicycles pour évoquer, parler aussi je sais que la Suisse, c'est un pays neutre, pour que la voix de la Suisse puisse aussi être suivie, ou soit parler du Congo, afin que les Occidentaux, entre autres les grandes puissances, puissent aussi avoir l'œil sur la RDC. Vous avez déjà fait ça ou bien c'est quelque chose que vous envisagerez faire ça plus tard? Oui, alors tout est possible. Un parlementaire a une liberté totale de s'exprimer sur tous les sujets, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau local. Il n'y a pas de restriction dans notre droit de pouvoir justement débattre. En revanche, les affaires étrangères sont essentiellement en main du Conseil fédéral. Des 7 conseillers justement fédéraux qui représentent bien sûr chacun département. On en a
qui s'occupe, que M. Ignacio Cassis, qui s'occupe des affaires étrangères, c'est lui qui est en charge des relations étrangères. Les parlementaires évitent de faire trop de politique étrangère pour pas, disons, entraver l'action du département fédéral des affaires étrangères, comme je viens de le dire. Donc, on intervient, nous, lorsqu'il y a des processus d'accord qui se font avec des pays étrangers. Et là, bien sûr, le Parlement est très souvent consulté pour, justement, définir la voie à suivre. Voilà, merci. C'était juste une petite parenthèse que nous avons ouverte concernant la République démocratique du Congo. Et là, nous entrons dans le vif de notre émission. Monsieur Roger Golé, il y a eu une initiative qui a été initiée, dont vous faisiez aussi partie des personnalités qui avaient soutenu cette initiative. Aujourd'hui, nous aimerions quand même comprendre quel est votre premier commentaire sur les rejets de l'initiative pour la durabilité, qui a été rejeté par la population. Tout à fait. Alors bon, cette initiative qui a été lancée par le groupe politique où je siège, qui est l'Union démocratique du Centre, visait à limiter l'immigration qui arrive en Suisse. Il faut savoir qu'en Suisse, il y a 100 000 personnes qui arrivent chaque année. On a une population de 9 millions d'habitants. Donc, toutes nos infrastructures ont de la peine publique à suivre. Donc, on voit les transports publics sont saturés, les hôpitaux sont surchargés, nos écoles aussi, nos autoroutes, il y a des bouchons, etc. Donc, ça fait que cette immigration qui arrive en masse fait que nous n'arrivons pas à suivre pour accueillir justement les nombreux étrangers qui veulent s'établir en Suisse. C'est pour ça que ce groupe politique a désiré limiter cette immigration et qu'elle soit contrôlée. Ce n'est pas contre l'étranger, nous ne sommes pas contre l'étranger, nous voyageons aussi, nous allons aussi en Afrique, nous allons en Amérique du Sud en voyage, profiter justement des beaux paysages qu'on peut voir. J'ai vu aussi Ivan Payou, l'un de notre invités qui séjourne actuellement aux États-Unis. Oui, moi j'ai fait beaucoup. Je te salue où t'es. J'ai beaucoup voyagé aussi en Afrique, notamment quand j'étais enfant. C'est des pays qu'on a envie de voir et c'est clair que l'immigration, nous ne sommes pas opposés à l'immigration parce qu'elle est nécessaire pour déjà développer notre culture, aussi pour répondre à des besoins essentiels, mais on a une forte immigration qui ne répond pas forcément aussi aux besoins de notre économie. Ce qui fait que ça surcharge, comme je l'ai dit, nos infrastructures et ça met en péril aussi notre système de sécurité sociale. Et je reste persuadé qu'une immigration contrôlée est la meilleure des choses parce qu'on peut permettre aussi d'intégrer mieux les personnes qui viennent de l'extérieur à nos us et coutumes, à nos valeurs, etc., que lorsqu'on a une immigration de masse. Mais ce n'est pas du tout une hostilité à l'étranger, loin de ça, parce que c'est vrai que la Suisse est connue qu'on est un pays d'accueil, etc. Mais bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est victime un petit peu de ce succès et la Suisse déborde. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette initiative pour limiter l'immigration. Mais l'initiative avait beaucoup fait peur aux étrangers, particulièrement aux Africains qui vivent ici en Suisse, qui se disaient que l'initiative les visait directement. Mais selon le pourcentage de migrés que nous avons ici en Suisse, les taux de migrés africains sont vraiment trop bas, et contrairement aux émigrés européens. Alors, cette initiative, est-ce que vous êtes parmi les initiateurs? Est-ce que ça visait réellement les étrangers africains? Non, alors absolument pas une catégorie au niveau de la religion ou de race, loin de ça. Cette initiative visait les arrivées, mais en aucun cas les personnes qui étaient déjà établies en Suisse. Cette initiative voulait simplement stopper un petit peu le regroupement familial. Lorsque une personne arrive, après tant d'années, elle peut demander un regroupement familial, c'est-à-dire de faire venir les enfants, père, mère, etc. Et c'était ça qui était visé. C'était aussi les migrants qui demandaient l'asile, c'était d'avoir beaucoup plus de rapidité dans les procédures d'acceptation ou de renvoi. Ça visait aussi, même dans un certain cas, si on n'arrivait pas
si on dépassait ces fameux 10 millions, ça visait aussi les accords de libre circulation avec l'Union européenne, où nous aurions dû dénoncer justement ces accords bilatéraux avec l'Union européenne pour arrêter aussi cette immigration de masse qui vient pas de l'Afrique spécialement, mais qui vient aussi de l'Union européenne. Parce qu'avec la libre circulation, c'est clair que la Suisse a un potentiel d'avenir professionnel qui est énorme et ça attire automatiquement beaucoup de monde et ça dans toutes les régions de notre planète. Est-ce que cette initiative avait-elle aussi pris en compte ceux qui s'occupent de nos aînés dans des EMS? Parce que par contre, c'est plus les étrangers qui travaillent là-bas. Et l'initiative avait les initiants. Vous avez pensé aussi à ça, qu'il n'y a pas que celles-là qui viennent bonder les routes, l'aide sociale et tout ça, mais il y a aussi celles-là aussi qui travaillent pour s'occuper de nos aînés. C'est juste, c'est pour ça qu'il nous faut une immigration, mais une immigration qui est contrôlée et puis qui répond aux besoins de notre économie. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on reçoit, comme actuellement, 100 000 personnes qui arrivent dans notre pays chaque année, pour une population de 9 millions, l'immigration appelle à l'immigration, parce que chaque immigré va habiter, bien sûr, un appartement, un logement, il lui faudra bien sûr une télévision, une cuisine, un canapé, etc. Donc il y a des gens qui vont devoir travailler pour fournir tous ces besoins, les écoles, même ces soins, etc. Et on peut prendre l'exemple que pour 100 000 personnes qui arrivent en Suisse, il faut 2500 soignants en plus. Que ce soit des personnels en EMS, comme dans les établissements médicaux sociaux, il faut 2500 personnes. Donc, automatiquement, en faisant venir du monde, il faudra toujours plus de monde. C'est pour ça qu'à un moment donné, on doit réfléchir sur notre croissance. Est-ce qu'on doit continuer avec une telle croissance? Est-ce qu'elle répond aux besoins de notre population aussi? Si notre population, où ça sert uniquement aux multinationales qui s'enrichissent toujours plus leurs actionnaires, en l'occurrence, et puis au détriment de la population qui souffre, parce que c'est clair que la population, lorsqu'elle ne peut plus prendre des trains parce qu'ils sont bondés, ou bien les transports publics, les bus, etc., ou bien que les écoles, elles sont surchargées, et puis qu'on n'arrive plus à accueillir, on est obligé de créer des pavillons pour accueillir les nouveaux élèves, la population souffre de ce phénomène aussi. C'est pour ça qu'on souhaiterait dans ce pays qu'il y ait une immigration qui est beaucoup plus contrôlée. Mais le peuple a rejeté cette initiative parce qu'il la trouvait beaucoup trop stricte. Mais c'est clair que la population suisse est consciente des véritables problèmes que nous avons avec cet afflux de masse que nous avons dans notre pays. Justement, on va parler de ça, comme vous venez de dire que la population a rejeté. Est-ce que vous êtes un peu surpris de voir ces rejets venant de la population? C'est une surprise pour vous? Des régions d'où viennent non, le rejet de cette initiative. Ah, le rejet, d'accord. C'est une surprise? Non, c'est pas vraiment une surprise parce qu'on a des statistiques qui nous... Au départ, cette initiative était quasiment du 50-50. Mais les opposants à cette initiative, notamment les milieux économiques, ont fait aussi en sorte de faire peur à la population. Quels sont ces milieux économiques-là? Alors, les milieux économiques, c'est les associations patronales, par exemple, parce que bien sûr qu'eux, ils travaillent avec cette immigration, et puis il leur faut cette immigration. Et puis, il peut y avoir aussi, et ça je le dis de manière personnelle, et puis mon parti politique aussi, il y a un dumping salarial. Quand on fait venir des gens de l'extérieur, on les paye peut-être aussi moins que si c'est des gens qui sont locaux avec les charges du pays. Donc, effectivement, pour les milieux économiques, l'immigration a une importance économique. Mais ils disent que, vos opposants disent que vous avez voulu que cette initiative puisse passer, afin de revenir il y a, je pense, 20 ans, 30 ans en arrière, où vous partiez chercher les saisonniers en Italie, venir avec eux ici, vous leur dictez comment ils doivent travailler, les salaires et tout ça, raison pour laquelle vous voulez que cette initiative puisse passer, afin de rebondir aux anciennes... Je vois ce que vous voulez dire, mais ça rentre tout à fait dans le domaine de cette création d'angoisse qu'ils ont créée auprès de la population. Il n'y a jamais eu autant d'argent qui a été dépensé d'un côté et de l'autre pour faire passer cette initiative. Donc les milieux économiques et les partis de gauche qui sont, eux, pour une immigration, je dirais, beaucoup plus large que les milieux conservateurs, ont dépensé des sommes invraisemblables au niveau des médias,
médias, tout pour justement faire passer leur opinion. Et l'opinion de dire on veut en revenir à l'histoire ancienne qu'étaient les permis saisonniers où les gens venaient travailler 9 mois ou 10 mois et puis après ils devaient retourner une période dans leur pays, ils revenaient, puis après tant d'années ils avaient un droit d'établissement. C'est pas du tout la volonté qui avait lieu justement dans cette initiative. Bien au contraire, tout ce qu'on voulait c'était simplement dire voilà, les gens qui veulent venir ici doivent répondre à des besoins au niveau professionnel. S'il nous manque des électriciens, eh bien, on faisait venir des électriciens. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a 3 cercles pour l'immigration en Suisse. Il y a le premier cercle, l'Union européenne. La priorité, c'est pour les gens qui habitent l'Union européenne, qui peuvent venir travailler en Suisse. Après, il y a un autre cercle de pays occidentaux qui peuvent venir s'établir en Suisse. Et en dernier lieu, c'est le monde, en somme, de pays qui n'ont pas beaucoup de rapports, que ce soit économique, professionnel, avec la Suisse. Donc, c'est clair que pour certains pays, de venir travailler en Suisse, c'est déjà très difficile parce qu'il y a ces barrières, justement, avec ces cercles, comme je viens de le dire. Donc, ce n'est pas une entrée qui peut se faire. Il y a quand même des contrôles, il y a quand même, disons, des possibilités de refus à l'immigration qui existent. Simplement, il faut savoir que le problème, il vient aussi de l'Union européenne, puisqu'il y a la libre circulation des personnes, et c'est essentiellement des gens, comme vous l'avez dit avant, qui viennent pas d'autres continents, mais qui viennent de l'Europe travailler en Suisse. Eux, ils ont une priorité dans le sens que sur d'autres États du monde, parce qu'il y a ces accords bilatéraux entre l'Union européenne et la Suisse. Et c'est clair que la Suisse est attractive et ça amène énormément de monde à vouloir venir s'établir en Suisse et y travailler. Les élections ont eu lieu le 14 juin. Et là, je parle en tant qu'initiant. Est-ce que avez-vous fait quand même un examen rétrospectif, comme on a toujours dit, reculer pour mieux sauter? Qu'est-ce que vous vous êtes dit au moment où l'initiative est rejetée? Est-ce que vous vous êtes concerté, savoir les pourquoi, les comment, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a fait que ces rejets puissent prendre place? Alors, en Suisse, lorsque le peuple décide, ça fait autorité. C'est-à-dire qu'on ne se pose plus, disons, des questions de l'avant-débat ou de l'avant-élection, votation populaire. Quand c'est décidé par le peuple, on s'y soumet, on le respecte. Et que ce soit les parlementaires ou le peuple, il n'y a plus de discussion vraiment là-dessus. Bien sûr qu'il y a certaines un petit peu frustration qu'il y ait les résultats qui tombent, parce que tout le monde espère gagner. Moi-même, chaque fois il faut savoir que les Suisses votent 4 fois par année, plusieurs sujets à la fois. Chaque trimestre, les Suisses sont soumis avec notre démocratie directe, font justement des votes, des votes populaires, et puis il y en a chaque année 4, 3, ça dépend des années, que je veux dire par trimestre. On vote beaucoup en Suisse, et puis les gens savent que quand c'était décidé par le peuple, on ne revient pas sur la décision du peuple. Même si on était le plus engagé des opposants ou des initiateurs, on respecte la décision du peuple. Donc il n'y a plus vraiment de discussion. Maintenant, bien sûr qu'on va étudier où on peut freiner un petit peu l'immigration. Ça, c'est clair que les partis de droite, par exemple, l'ont dit, on va réfléchir, on va faire d'autres suggestions. Maintenant, on attend, il y aura des propositions qui vont être faites pour justement essayer de ralentir ce flux d'étrangers qui arrivent dans notre pays pour justement conserver la qualité de vie de nos citoyens, parce que, comme je l'ai dit avant, lorsque tout est bondé, surchargé, c'est la qualité de vie, que ce soit même les bouchons, le problème des parents pour placer les enfants dans des écoles qui sont proches de leur logement, tout ça, il y a beaucoup de difficultés. Donc la qualité de vie, elle est un petit peu, disons, freinée par rapport à cette immigration. Ce n'est pas que l'immigration, il y a aussi d'autres soucis en Suisse. Mais c'est vrai que tout le monde souhaite, disons, qu'on rentre dans une situation qui est proportionnée par rapport à l'accueil qu'on peut avoir vis-à-vis des gens qui viennent de l'extérieur pour venir travailler dans notre pays. Alors, vous parlez souvent sur les infrastructures qui sont sous pression. On veut quand même comprendre, des infrastructures sont sous pression comment? De quelle manière ils sont sous pression?
Alors écoutez, c'est bien vu, la Suisse a aussi des budgets, hein. Ce n'est pas un pays que beaucoup pensent être hyper riche et puis qu'on peut tout s'offrir. Non, les gens payent aussi des impôts, on paye aussi des impôts assez conséquents dans notre pays. Et puis, c'est évident que lorsque les infrastructures deviennent saturées, eh bien, il faut en reconstruire d'autres. Et c'est ça, c'est les coûts que ça engendre. Surtout que l'immigration, au départ, n'est pas forcément, disons, une immigration qui amène vraiment une plus-value à notre pays. Au début, eh bien, elle nous coûte. Hein, et puis ensuite, c'est clair que certaines personnes, on a des chefs d'entreprise de multinationales suisses qui étaient à l'époque d'origine étrangère, hein, qui ont amené de la richesse à notre pays. Mais c'est clair que lorsque on a des gens qui arrivent avec des statuts qui sont relativement modestes au départ, ils coûtent au pays et c'est pas eux qui nous amènent beaucoup d'argent pour justement financer ces infrastructures publiques. Ça fait partie, je dirais un peu de manière simple, ça fait partie du jeu, mais c'est clair que ça va trop vite. Et puis, si on regarde par exemple pour les CFF, hein, qui sont les trains suisses, eh bien, il nous faudrait des milliards de francs suisses pour aménager justement notre réseau de manière conforme pour limiter justement à ce que les trains ne soient pas surchargés. Les autoroutes aussi, on dépense déjà des milliards pour les entretenir, mais si on voudrait élargir les autoroutes, là, les prix doubleraient. Donc, c'est évident qu'on a aussi des problèmes de budget en Suisse, hein, pour pouvoir suivre ces évolutions au niveau des infrastructures. Donc, c'est tout le problème. Et puis, si on prend de l'impôt sur les gens, eh ben, on baisse bien sûr, comme vous le savez, leur pouvoir d'achat, qui fait que leur qualité de vie baisse. Donc c'est ce que nous ne voulons pas non plus, c'est que justement que la qualité de vie, surtout de la classe moyenne des Suisses, diminue de plus en plus et puis qu'ils doivent se serrer vraiment la ceinture pour pouvoir, disons, avoir ce message de bénéfice de notre pays. Tout peut se faire, c'est faux. Donc aujourd'hui, on est ici dans le Parlement, chaque fois qu'on doit voter des budgets supplémentaires, il y a des débats politiques parce qu'il faut trouver l'argent aussi. Hein. Il faut trouver l'argent, il n'y a pas. Non, l'argent, il ne pousse pas sur les arbres en Suisse non plus. Hein, donc. Mais ceux qui nous suivent, ils diront, mais chez les conseillers, ce qu'ils disent, c'est aberrant, parce que le monde entier sait que la Suisse, voilà, c'est là où il y a tout. Bon, c'est pas qu'il y a tout, mais la Suisse est reconnue mondialement, économiquement, elle est très forte. Et puis, alors la Suisse est honnête. Selon ce qu'ils se disent, hein, tout l'argent du monde entier, c'est loge en Suisse. Oui, il loge dans les banques, mais pas dans les portefeuilles de la population suisse, hein, peut-être. Non, il faut savoir que la Suisse a aussi son lot de pauvreté. Hein. On n'a pas que des gens qui sont millionnaires en Suisse, loin de là. On a aussi des gens qui sont dans des situations très difficiles, qui sont l'aide sociale. Et l'aide sociale en Suisse est importante. Alors c'est clair que les prestations à la population, que ce soit la qualité des hôpitaux, des écoles, sont de haute qualité, hein, des performances qui sont excellentes. Mais si on veut maintenir ce niveau de vie en Suisse, eh bien, il faut savoir de temps en temps dire non. On peut dire non avec le sourire aussi, hein, c'est pas d'une manière agressive comme l'initiative qui a été déposée par le groupe où je siège. C'est simplement, c'est pour préserver aussi, comme je le dis et je me répète, la qualité de vie de nos concitoyens. Et nos concitoyens, ce n'est pas que des gens qui sont ressortissants suisses, c'est aussi tous les étrangers que nous avons accueillis jusqu'à maintenant qui n'ont pas le passeport suisse. Mais, Monsieur Roger Gaulet, mais comment répondre à la pénurie des logements sans pour autant limiter l'immigration? C'est tout le problème que vous dites, c'est tout à fait juste. Moi, je viens du canton de Genève. Hein, la Suisse, dans certains pays, c'est des départements, des districts, des régions, des départements, comme je l'ai dit. La Suisse, c'est des cantons, mais le canton de Genève, si je prends ce canton qui a à peu près 520 000, 530 000 habitants, grosso modo, eh bien, il nous manque, on a 7 500 demandes aujourd'hui dans les appartements sociaux. 700 7 500 demandes. Ouais.
demande de logement. Donc, on n'a plus assez de logements justement pour accueillir, et quand je disais que tout est saturé, tout est bondé, etc., les logements, c'est aussi le cas. Les logements deviennent aussi chers parce que plus il y a de la demande, plus l'offre, elle coûte. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est tout le problème de pouvoir aussi accueillir des gens qui viennent de l'extérieur, qu'on ne peut pas les loger, des migrants, en l'occurrence, on ne sait pas où les mettre pour qu'ils puissent s'établir. Donc, c'est des véritables soucis de société que la Suisse vit. Donc, si on veut accueillir des gens, il faut les accueillir de manière digne. Voilà, c'est la dignité, de chacun, peu importe d'où il vient, de sa classe sociale. Tout le monde a sa dignité, puis nous, on doit respecter justement ces gens-là. Donc, quand on ne peut plus accueillir des gens, puis qu'on est obligé de les mettre dans des bâtiments qui ne sont pas du tout adaptés justement à des logements, et bien voilà, quoi, c'est pas la solution non plus. Mais aujourd'hui, vous parlez de la démographie. Est-ce que cette démographie, en quoi est-ce qu'elle menace-t-elle la qualité de vie en Suisse? Parce qu'on nous dit aussi que la Suisse, c'est un pays où il y a plus, un pays vieillissant. Il y a plus de personnes qui sont déjà plus vieux et tout ça. Alors oui, on peut se dire que c'est paradoxal, mais ce n'est pas le cas. Parce que si on prend par exemple les gens qui sont au chômage, parce qu'en Suisse on a aussi du chômage, et on arrive à des taux qui sont quand même relativement élevés. Sur ce point-là, il y a certains migrants, certaines personnes qui étaient d'accord sur l'initiative. Alors, peut-être que tout à fait, mais vous aurez dit pointer, si on prend les chiffres, sur ça. Si on prend les chiffres du chômage, par exemple, et c'est là où on dit on a besoin d'une immigration pour justement remplir tous ces postes vacants au niveau professionnel. Mais si on prend les chiffres de la Suisse, je le rappelle, c'est 9 millions et quelques d'habitants, on a à peu près le 50% du chômage. On a 266 000 demandeurs d'emploi, ça c'est les chiffres BIT, du Bureau international du travail. Si on prend les chiffres économiques, on arrive à peu près à 200 000, pas tout à fait 200, un peu moins de 200 000 habitants, mais c'est un peu compliqué ces chiffres. Mais la moitié des chômeurs en Suisse, à peu près 80 000 personnes, 83 000 sont suisses, qui sont au chômage, et puis on a à peu près 78 000, je prends des chiffres un petit peu, c'est environ, ce n'est pas des chiffres qui sont précis, mais quasiment la moitié sont des personnes qui sont étrangères, qui ne sont pas de la nationalité suisse. Donc, et si on prend les chiffres de la population étrangère en Suisse, c'est 26%, ce qui est énorme. Et on a, sur ces 26%, ça représente la moitié de nos chômeurs que nous avons en Suisse. C'est là où on voit que de faire venir de l'immigration alors qu'on a tant de personnes qui sont déjà étrangères, qui sont au chômage, jouer avec le fait de dire il faut faire venir du monde parce qu'il faut qu'ils puissent travailler à gauche, à droite, dans nos services sanitaires ou ailleurs, c'est pas le vrai débat. Le vrai débat, c'est qu'on a aussi un lot de chômeurs qui est conséquent. Et je pense qu'avant de faire venir de l'immigration, on pourrait déjà donner de l'emploi à beaucoup de gens qui sont d'abord établis ici, qui sont au chômage. Tout à fait. Alors, mais quel bilan tirez-vous sur la campagne qui a été menée par les partisans de l'initiative? Eux, c'est une campagne économique. Eux, ils avaient peur que si on refusait justement cette initiative, ça ait des effets sur l'Union européenne. Avec les accords bilatéraux qu'on a déjà, disons, signés avec eux, que ce soit les accords bilatéraux 1 ou dans les accords bilatéraux 1, il y a la question de la libre circulation des personnes, et bilatéral 2, où il y a au niveau de la sécurité, les accords de Schengen, etc. Ils avaient peur qu'il y ait un effet guillotine, que tous les accords tombent si le peuple suisse acceptait cette initiative. Parce que ça aurait touché dans un troisième temps, cette initiative, eh bien, l'Union européenne, si on n'arrivait pas à limiter notre population en dessous de 10 millions d'ici 2050. Okay. Mais vos opposants disaient que c'était une initiative, ils appelaient ça initiative des chaos. Oui, bien sûr. Vous avez partagé avec eux le même avis? C'était juste pour des paroles de campagne, afin que vous ne puissiez pas gagner, c'est ça? Voilà, c'était, comme je le disais, c'était de créer une crainte auprès de la population en parlant du chaos. Mais le chaos, il vient aussi de notre
notre surpopulation qui fait que plus rien n'arrive à suivre dans notre pays. Donc le chaos, il arrive aussi quand vous devez faire un trajet de Genève-Nyon qui représente 30 km et puis que vous mettez presque 2 heures sur l'autoroute pour accéder entre ces deux villes, il y a un problème. Et, on a de plus en plus aussi de criminalité transfrontalière, tout. Donc nos prisons sont si pleines. Donc il n'y a plus rien qui fonctionne de manière, je dirais, raisonnable. Voilà, nous continuons, fidèles téléspectateurs, avec M. Roger Gollet. C'est lui qui est notre invité dans cette émission, La Diaspora. Et là, on a parlé sur l'initiative. Tout à l'heure, on va aborder des questions du G7, qui est d'actualité. Comme vous le savez, il est du canton de Genève, juste à proximité, c'est là où s'est tenu les sommets du G7. Alors, M. Roger Gollet, les derniers sommets du G7 a été marqué par des tensions géopolitiques importantes. Quel regard portez-vous sur les décisions qui en sont ressorties de ces G7? Alors, comme je le dis toujours, cette conférence internationale s'est déroulée sur un pays voisin. La Suisse n'a pas à juger de ce qui a été, discuté, et puis que des décisions qui ont été qui ont été prises. Nous, on a simplement fait le constat que c'était une conférence qui avait lieu vraiment à quelques kilomètres de notre pays, qui a posé évidemment quelques désagréments, quelques inconvénients du fait que... Il y a eu des dégâts, des manifestations. Oui, et puis surtout en matière de sécurité, on a dû assurer une bonne partie de la sécurité de cette rencontre entre les 7 pays occidentaux les plus puissants. Nous étions même pas... Voilà, que nous, on n'en fait pas partie. Oui. Et c'est clair que ça coûte des sommes considérables à la population suisse pour des choses que nous, on ne peut même pas, disons, avoir un avis. C'est évident qu'on se posait, bien sûr, on se pose toujours la question, est-ce que c'est au peuple suisse de supporter ces frais de sécurité, puisqu'ils atterrissaient, toutes ces délégations, à l'aéroport international de Genève, qui fait qu'ensuite il y avait aussi le transport de ces délégations à Évian, qui est juste à quelques kilomètres de Genève. Donc c'est toute la question pourquoi la France a choisi cet endroit. Est-ce que c'est pas pour se décharger aussi et ça voilà, c'est la question, oui, c'est la question personnelle que chaque personne dans ce pays parce que tous les Suisses disent ça. Voilà. Pas, en d'autres termes, c'est dire que non. Voilà. Est-ce que c'est à nous de supporter les coûts de ce genre de conférence? C'est comme les impôts aussi, ce que paye. C'était prémédité, hein. Voilà, et surtout que la Suisse n'a pas été avisée au préalable, justement, que ça se tiendrait. Voilà, quand le président français, M. Macron, a décidé, il a avisé après coup, bien sûr, les autorités suisses, comme quoi qu'il y aurait cette conférence à côté de notre pays. Mais il n'y a pas eu de consultation au préalable. Donc c'est toujours le problème. C'est un mépris, on peut dire ça comme ça? Moi, je ne pense pas. Ce n'est pas un manque de considération de la France et puis du président, puisqu'on a toujours changé de très bons rapports entre les deux pays. On collabore sur énormément de points. Simplement, c'est vrai que la configuration du lieu où ça s'est produit, cette conférence, amène une certaine sécurité. D'un côté, il y a un lac, de l'autre côté, il y a des montagnes, et puis il y a une route de chaque côté pour arriver dans la ville d'Évian. Donc, au niveau sécuritaire, c'est bien choisi, mais tout en sachant que ce lieu fait qu'avec la Genève internationale à côté, tous les groupes de pression, les opposants au G7 pouvaient, bien sûr, pour se faire entendre, Genève se prêtait beaucoup mieux que les villes à côté d'Évian qui étaient totalement fermées. Donc nous, on n'a pas à décider de où la France veut faire leur conférence.
internationale, ou sportive ou culturelle, n'importe quoi, parce que nous, on n'apprécierait pas non plus que d'autres pays viennent nous dire vous ne faites pas ça, vous n'organisez pas ça sur notre territoire. Mais je pense qu'il doit y avoir un côté de solidarité, que lorsqu'il y a des coûts qui sont engendrés par ces événements, le pays en question devrait s'assurer de participer du moins à une partie de ses frais. C'est une certaine, disons, un respect de la population qui a subi aussi beaucoup de désagréments par rapport à la fermeture des routes, on a fermé des autoroutes en Suisse, l'aéroport a subi aussi quelques désagréments, et puis, comme je l'ai dit, ça a aussi créé des dégâts, puisqu'il y a eu des manifestations avec une certaine violence, de gens qui venaient quasiment du monde entier manifester à Genève, et puis pas tout le monde s'est bien comporté, et puis on a quand même subi des dégâts, et ces dégâts, c'est pas normal que ça soit le peuple genevois ou suisse qui en fasse, disons, des frais, et puis encore moins les commerçants qui ont vu leurs vitrines qui étaient brisées, etc. Mais dans ces cas, est-ce que vous ne pouvez pas envisager peut-être faire le partage du coût des frais avec la France, que la France aussi puisse payer? Pour un partage, il faut deux personnes qui soient d'accord. Hein. Il semblerait que pour l'instant, la France ne s'est pas prononcée sur ce sujet. Donc ça, c'est le rôle. Il faut faire pression. Oui, alors au niveau parlementaire, moi-même, vous êtes quand même des élus, voilà, moi, surtout c'est dans votre circonscription. Oui, tout à fait. Moi, modeste parlementaire sur les 200 qui siégeons ici et puis les 46 du Conseil d'État, j'ai déposé aussi des interventions pour faire pression, mais c'est du ressort, c'est des compétences du Conseil fédéral de les discuter justement avec la France pour qu'il y ait, disons, une prise en charge de ces frais. Mais bon, on ne pourra pas obliger, bien sûr, la France de faire l'effort. Maintenant, c'est une question qui appartient au gouvernement français pour les bonnes relations, de dire on fait un geste. Voilà. Les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient ont largement dominé les discussions du G7. Est-ce que la Suisse doit-elle adapter sa politique étrangère face à ces crises? Alors, moi, j'appartiens à un parti politique, je ne suis pas au Conseil fédéral, hein, je ne suis pas à moi tout seul le Parlement suisse. Je pense simplement que tout ce qui est à ce niveau-là, on doit se baser sur notre neutralité. Je pense que la Suisse, elle ne doit pas intervenir dans un quelconque conflit, même ça c'est plus alors aussi mon parti politique qui est très sensible à ce qu'il n'y ait pas de sanctions qui soient faites de la Suisse sur d'autres pays qui sont en conflit, parce qu'on estime que notre pays doit rester à l'extérieur de tous ces éléments, et puis surtout pouvoir offrir aux belligérants aux bons offices pour qu'on puisse avoir justement un règlement de ces guerres ou autres. Et la Suisse se prête parfaitement à cet accueil, puisque c'est un peu aussi notre renommée que nous avons à travers le monde, c'est d'être justement le pays où on peut signer des accords de paix. Et je pense qu'on doit en rester à ça. Et c'est la neutralité suisse, elle est justement une pièce maîtresse par rapport à ces règlements de conflits qu'on peut avoir dans le monde. Notre Conseil fédéral accueille toujours, et on le voit maintenant avec la guerre avec le Proche-Orient, avec l'Ukraine, on est toujours disposé, le pays et les habitants d'accueillir les délégations qu'il faut pour qu'on puisse trouver des accords de paix. Vous parlez bien évidemment de cette neutralité. Est-ce que cette neutralité est-elle toujours comprise par les partenaires internationaux, des grandes puissances internationaux qui collaborent avec la Suisse? Elle est toujours comprise? Nous, c'est une neutralité à la base qui a été signée en 1907, sauf erreur, à La Haye. Il y a la neutralité suisse qui date déjà d'avant, mais c'est surtout une neutralité militaire que nous avons. Donc, simplement, la perception qu'a cette neutralité dans le monde a évolué et tout le monde pense que la neutralité, elle est aussi bien économique que militaire, que, disons, les relations internationales, de prendre des positions économiques aussi, comme je l'ai dit. Les sanctions, la Suisse peut prendre des sanctions. Dans la neutralité, c'est pas, disons, quelque chose qui est interdit,
Et c'est justement, comme je l'ai dit avant, c'est la perception qu'a le monde sur notre neutralité. Et je pense que la neutralité perçue à travers tous les peuples de la Suisse, c'est qu'on s'engage sur aucun élément qui peut prêter à conflit. Et je pense que c'est quand même important qu'on en reste à cela vis-à-vis du monde. Comme je l'ai dit, il y a toutes les organisations, beaucoup d'organisations internationales qui sont implantées à Genève. C'est une ville internationale, c'est une vitrine aussi de la Suisse sur le monde et je pense que c'est important de garder cette image. Et puis que lorsqu'il y a quelque chose qui se déroule dans le monde, eh bien, ils savent qu'il y aura toujours une table, un bâtiment qui peut les accueillir pour des discussions, pour essayer de trouver la sérénité de part et d'autre. Actuellement, l'Europe est confrontée à des problèmes sécuritaires. Est-ce que la Suisse est-elle suffisamment préparée aux nouvelles menaces? C'est tout le monde. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de pays qui sont bien organisés, bien préparés aux menaces, à part certaines peut-être dictatures qui engagent des moyens, mais vraiment disproportionnés pour leur armée ou autre. La Suisse a aussi pensé qu'une fois que la guerre froide était terminée, que le bloc, soviétique ne représentait plus une menace, le pacte de Varsovie était supprimé, a pensé que nous serions dans une période où il n'y aurait plus de conflits en Europe. Et aujourd'hui, on voit que ce qui se passe, la situation géopolitique des pays de certains côtés de l'Est de l'Europe fait que la menace, elle est toujours existante. Et puis bon, on a toujours les menaces aussi en matière de cyberdéfense. Voilà, on n'est pas à l'abri non plus. La Suisse a aussi agressé avec des cyberattaques au niveau international, comme tous les pays du monde. Donc, je pense que la Suisse est en train de faire un effort pour se réarmer. C'est long, ça coûte. Donc, il faut aussi que le temps fasse en sorte que nous pouvons avoir de nouveau un pays qui est beaucoup plus réarmé, beaucoup plus sûr en matière justement de ce qui se passe à travers le monde. Je pense que tous les pays d'Europe aujourd'hui souffrent un peu, à part peut-être quelques exceptions, souffrent un peu des mêmes problèmes que la Suisse et je pense que même dans le monde, les pays ont beaucoup, eu un certain laxisme sur le plan sécuritaire, que ce soit au niveau même police, que ce soit au niveau armée, et puis même sécurité, la sécurité sociale, qui est aussi important. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire de tous les côtés, et puis je pense que la sécurité, c'est les libertés. Donc c'est essentiel. Et on dit toujours la liberté ou la souveraineté a un coût, mais n'a pas de prix. N'a pas de prix. Les relations entre les États-Unis et la Chine aujourd'hui restent toujours très tendues. Quel impact cela peut-il avoir sur l'économie suisse? Vous savez, quand il y a deux grandes puissances qui se créent des soucis, notamment en matière de taxes, je pense que la Suisse, elle subit aussi, comme toute l'Europe. On a vu avec la hausse des taxes au niveau des États-Unis. Là, on laisse faire, disons, c'est le travail du Conseil fédéral. Alors, on a peu, un parlementaire ou même un groupe politique qui siège au Parlement a peu de moyens de pouvoir, intervenir sur les décisions qui sont prises par des pays aussi importants que ceux qu'on connaisse. C'est difficile, mais je pense qu'on n'a pas, en tout cas en tant que parlementaire, on a peu de moyens d'intervenir sur ces sujets. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission La Diaspora. Je pense bien que la toute dernière question, comment se comportent aujourd'hui les mouvements citoyens genevois? Ils se portent bien. On a eu, comme tous les partis politiques, quelques soucis à un moment donné parce qu'il y a des dissensions. C'est la vie politique. À un moment donné, on est toujours confronté à certains éléments, même au sein de notre parti. C'est pas toujours. On a traversé une période qui était un petit peu difficile ces dernières années, mais le parti vit très bien. On n'existe que depuis 2005. C'est un parti qui est représenté au Parlement du canton de Genève, sur 100 députés
députés, nous en avons 14, ce qui n'est pas 14, c'est pas la moindre. Non, c'est un parti qui est relativement important. Et puis, bien sûr, il se porte bien et on pense que nous allons encore progresser. On a eu été jusqu'à 20 députés. On espère revenir à ce chiffre d'ici les prochaines élections, mais c'est toujours difficile. Et puis l'actualité fait beaucoup pour un parti politique, d'un côté ou d'un autre. Mais vous faites partie quand même de membres directeurs, fondateurs de ces mouvements. Ouais. Pourquoi n'envisagez-vous pas que ces mouvements deviennent nationaux? Pourquoi vous l'avez parce que on a essayé, mais c'est toujours difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que nous, c'est vrai que nous, on est qui souhaiteraient aussi adhérer dans votre mouvement. Alors bon, nous, c'est la défense de tous les moyens qui manquent? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est un peu les moyens financiers, parce que si on veut s'élargir au restant de la Suisse, aux autres cantons, il faut leur donner un coup de pouce pour démarrer. Et puis, c'est clair que le mouvement citoyen genevois n'a pas forcément suffisamment d'argent. On n'est pas sans rien, bien sûr. Mais on a des programmes aussi politiques. Alors voilà, malheureusement, on manque de donateurs, mais c'est vrai que notre parti tourne essentiellement avec les cotisations et puis les rétrocessions des élus qui font parti politique. Et c'est difficile de vouloir ouvrir plusieurs fronts dans d'autres cantons de Suisse. Vous pouvez aussi avoir des donateurs à l'étranger? On avait tenté l'expérience et puis c'était pas fructueux, donc on a abandonné. Et puis on défend vraiment les particularités du canton de Genève, comme la Lega ticinaise fait pour le Tessin, qui est la partie italienne de la Suisse. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez aussi envisager avoir des partenaires internationaux? Non, parce que... Des donateurs? Non, mais nous, on ne cherche pas trop à dire... Non, puis surtout pas des donateurs, parce que je pense que lorsqu'on soit des dons importants, après, on est toujours un petit peu aussi au service de ces personnes. Et puis, nous, on préfère être indépendants, prendre nos décisions nous-mêmes, sans avoir à consulter les donateurs si ça leur plaît ou ça leur plaît pas, parce que nous allons décider. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Exactement. C'est elle qui tape sur la table. Je vais ceci, je vais cela. C'est exactement ça. C'est pour ça que si on veut être indépendant dans nos décisions, et je pense que nos membres sont très sensibles à ça, justement, dans nos assemblées générales, qu'ils aient la main mise sur leurs décisions et puis pas qu'il y ait des intervenants obscurs, parce que souvent ils interviennent, ces donateurs, avec certains cadres, et puis voilà, les opinions sont faites de là. Voilà. Merci beaucoup. Dernière question sur l'actualité, c'est obligé. La Suisse vient de franchir l'écart, le 16e de finale. Un message pour tous les amoureux du ballon rond qui vont vous suivre à travers cette émission. Quel est le message que vous pouvez adresser à l'équipe de la Suisse, à tous ceux qui aiment le ballon rond? Et surtout, il y a l'un de vos fils qui est genevois, Manzambi, que nous saluons aussi, qui est en train de faire la fierté de ses couleurs suisses, parce qu'il sort de votre circonscription. Aujourd'hui, il y a eu le match Suisse-Algérie. La Suisse l'a gagné, grâce aussi à la participation de Monsieur Manzambi, qui est dans l'équipe suisse, qui a une origine aussi de la République démocratique congolaise. Et puis, il est purement genevois, il est très à cœur avec sa ville natale. Et puis, c'est clair que pour nous, c'est une fierté. Et puis, je pense qu'il a un espoir qui est considérable en matière de football, parce qu'il n'a que 20 ans, et puis c'est déjà une star. Non seulement ça, mais c'est toute la Suisse, partout. C'est une dinguerie. Dans toutes les maisons, il y a ses portraits, le banc et tout ça. C'est une fierté. C'est une fierté, franchement. Et c'est quelqu'un, on voit, qui a bien réussi, justement, son intégration chez nous, et puis on en est très fiers. D'accord. Voilà, merci, nous sommes arrivés. On lui souhaite surtout encore beaucoup de buts pour l'équipe suisse. Ok, merci beaucoup. Je vous remercie. C'est un plaisir de vous avoir reçu dans cette émission. On va vous suivre à Kinshasa un peu partout à travers le monde entier. Merci vraiment. Merci, au plaisir. Voilà, et encore une salutation au peuple de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous y penserez aussi un jour y aller?
Alors, j'ai frôlé, j'ai atterri une fois à Kinshasa, mais sans débarquer. On peut organiser ça avec l'ENA, hein, pourquoi pas? Oui, pourquoi? Parce que j'ai toujours promis aussi à l'ENA d'y aller. Tout à fait, oui. Hein? Alors, j'ai fait un séjour sur le pays voisin, j'étais à Brazzaville 3 jours. Ouais. Mais c'est vrai que l'Afrique, je l'ai connue quand j'étais petit, parce que j'avais un père qui était amoureux des safaris, et à l'âge de 10 ans, 11 ans, j'en ai 66, hein, donc c'est très vieux, et je voyageais en Afrique. À l'époque des Mobutu. Ouais, et mon papa adorait faire des films, justement, à l'époque, quand c'était encore les bobines Super 8, il filmait, justement, et c'était le début du tourisme, un petit peu, vraiment le début du tourisme de masse en Afrique, et puis c'est vrai que j'ai vu des paysages fantastiques, et puis j'en ai un souvenir merveilleux, quoi. Ok, comme ça, on va organiser. Ah ouais? On organisera, pourquoi pas, d'y aller aussi visiter le Congo, le fleuve Congo, visiter tout ce que vous aurez besoin. Voilà, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie en tout cas de votre invitation à participer à votre émission. Et puis c'est un honneur aussi en tant que parlementaire de le faire dans cette magnifique salle qui est justement le cœur de notre pays au niveau politique. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, fidèles téléspectateurs. C'était un plaisir pour moi de recevoir M. Roger Golé. Comme vous venez de le constater, nous sommes bel et bien au Parlement suisse. Et donc le travail continue toujours à nous appeler, continue à faire confiance à cette émission. Merci à toi, Demaki VP. Merci à la grande équipe. Merci beaucoup à la chaîne de référence Antenne A. Moi, votre humble serviteur, je vous retrouve prochainement avec d'autres invités. Et surtout, bientôt, c'est les festivités, le Paléo Festival. Votre équipe de la diaspora nous sera bel et bien présente pour devoir vous couvrir. Et puis, vous allez devoir suivre ça comme si vous étiez ensemble avec nous ici en Suisse. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao. Bisous.